Nos enfants seraient-ils de plus en plus agités? La réponse est oui, semble-t-il. La faute aux écrans, à nos vies trop stressantes, au manque de cadres et de limites, peut-être de la part des parents, des enseignants, pour l'interrogation. Au-delà de la question, c'est devenu un vrai fléau, disent certains experts. La méditation est-elle l'antidote à l'agitation de nos enfants? On en parle aujourd'hui avec mes trois invités qui sont, pour commencer, Stéphane Clerget. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous retrouver dans cette émission En quête de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Je le rappelle, vous qui êtes pédopsychiatre à Paris, spécialisé dans le développement de l'enfant, et vous avez publié plusieurs ouvrages. On peut mentionner celui en lien avec cette émission, L'intelligence spirituelle de votre enfant, de vos enfants, aux éditions Le Duc, et puis Le cerveau médecin, le petit dernier, toujours chez Le Duc. Mais c'est vrai que voilà, c'est plus autour de cette question de l'intelligence spirituelle de nos enfants qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment. Nous sommes également en compagnie de Thierry Thomas. Bonjour monsieur. Bonjour Marie. Bonjour monsieur, parce que c'est la première fois que vous venez. Oui, exactement. Thierry Thomas, vous êtes expert en cohérence cardiaque. On connaît évidemment Respirelax, votre petite création, votre petit bébé, on peut le dire. Bien grandi. Et autour de la cohérence cardiaque. Oui. Vous allez nous expliquer évidemment ce que c'est dans un instant. Vous avez pratiqué... Alors c'est amusant quand même, on peut le mentionner, au cours de ces 25 ans de thermalisme, vous avez appris des tas de choses sur le fonctionnement de notre corps et de notre esprit. C'est un peu ça, en résumé? Exactement, parce que moi je ne suis pas issu du sérail médical, du sérail soignant. Je suis journaliste à la base, et c'est comme ça que j'ai enquêté. J'ai fait une enquête aussi de santé. Pendant 25 ans. C'est long l'enquête. C'était une longue enquête. C'est une thèse là. Bref, vous avez publié plusieurs ouvrages. On peut mentionner Je me sens bien avec la cohérence cardiaque, qui avait été publié aux éditions Le Duc il y a quelques années. Et puis le petit dernier, Mon programme anti-stress en 7 jours aux éditions Le Duc. Et nous sommes enfin en ligne avec Steven Lorez. Bonjour monsieur, bonjour Steven. Bonjour. Oh là, nous allons vivre un temps de méditation profonde dans quelques secondes avec vous, Steven. Quelle voix, dites-moi. Vous êtes neurologue, c'est bien cela, directeur de recherche au Fonds national de la recherche scientifique. Vous êtes membre de l'Académie royale de Belgique. Vous dirigez l'unité de recherche sur la conscience au centre de recherche GIGA de l'université et le CHU de Liège. Alors après la méditation, c'est bon pour le cerveau. Vous avez écrit le carnet d'exercices de méditation chez Odile Jacob. Effectivement, Steven Lorez, ce sujet, l'agitation de nos enfants, pourquoi est-ce devenu d'abord un vrai fléau? Est-ce que c'est le cas d'abord selon vous? Je pense que c'est un défi pour chacun de nous de gérer toutes les demandes de notre vie professionnelle, privée, et donc la méditation, c'est une gymnastique mentale. Et comme médecin maintenant, je ne vais pas uniquement poser des diagnostics, prescrire des pilules ou des interventions, mais aussi s'intéresser aux habitudes de vie. Ouais. Et donc, oui, la méditation, c'est bon pour le cerveau, c'est important, mais il y a aussi d'autres choses. J'ai un livre sur le sommeil, l'activité physique, ce qu'on mange, la qualité de nos relations, de notre environnement. Donc, tout cela va impacter notre bien-être mental. Ouais. Alors, je me suis trompée, c'est la méditation, c'est bon pour les enfants, chez Odile Jacob, écrit avec Vanessa Charland-Lorez, Steven Lorez, précisons-le. Alors, Stéphane Clerget, vous aviez écrit, je sais plus de quand date cet ouvrage, L'intelligence spirituelle. Il y a quelques années, hein? Oh, pas tant que ça, il a 2 ans, il est sorti en poche il y a 15 jours. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est assez récent qu'on parle de cela. Ah oui, tout à fait. En préparant l'émission, je me suis rendu compte du nombre d'applications pour les enfants de méditation. C'est sidérant. Oui. C'est sidérant. Oui. Mais c'est vrai que l'intelligence spirituelle, c'est pas que la méditation. Non, c'est bien sûr un ensemble de choses. Oui, c'est un ensemble. C'est aussi les compétences métaphysiques, c'est aussi la capacité pour l'enfant de voir des choses qui ne sont pas forcément matérielles, c'est la compétence poétique. L'émerveillement. L'émerveillement, c'est tous ces aspects-là qui sont évidemment fondamentaux pour son développement, pas seulement en tant que croyant ou non-croyant, mais aussi dans sa compréhension du monde et dans sa capacité à se poser, à prendre du recul. Et du coup, ça fait des enfants aussi plus performants sur le plan scolaire, moins agités, moins instables. Donc c'est une dimension de l'intelligence qu'on méconnaît, mais qu'on peut tout à fait développer chez son enfant. Alors je vous repose une dernière question avant de passer à vous, Thierry Thomas.
Stéphane Clerget, on se posait la question, je suis désolée, mais c'est toujours mon champ exploratoire, le square, vous savez, quand je cherchais ma fille à la crèche le soir. Et on se posait la question, je posais la question aux mamans, est-ce que c'est une question de tempérament de base? Un enfant naît-il agité ou pas? Certains enfants naissent agités. Non, c'est une grande question. Évidemment que l'environnement joue, c'est-à-dire que le fait de voir des enfants agités, des parents agités autour de soi en tant que tout petit, peut favoriser. Mais il se trouve qu'effectivement, de manière innée, ça a été mesuré. On a des enfants plus agités que d'autres, plus moteurs que d'autres, plus consolables que d'autres. Donc oui, il y a une dimension innée, mais après, ça peut malgré tout se cultiver. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'enfant naît agité qu'il le sera à vie. C'est Ouais. quelque chose sur lequel on peut travailler avec Parce que c'est vrai son qu'on parle de enfant. plus en plus des TDAH qui se multiplient. On y Oui. a consacré je ne sais combien d'émissions, etc., etc. Agité, ça ne veut pas dire TDAH. Il y a des Non, non. agitations positives qui n'empêchent pas de se concentrer quand il y a besoin de se concentrer. Thierry Thomas et le cœur là-dedans, c'est intéressant du coup d'en venir à notre cohérence cardiaque. Le cœur là-dedans joue un rôle important. C'est le cœur et la respiration surtout, puisqu'en fait, notamment la respiration va jouer sur ce qu'on appelle le système nerveux autonome, hein, c'est-à-dire le truc qui gère 90% de ce qui se passe en nous sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est un frein, un accélérateur, hein, ce truc-là. Et chez les enfants, souvent, il y a, un peu comme nous, une sorte de... On appuie un peu trop sur l'accélérateur parce qu'on nous demande aussi d'appuyer sur l'accélérateur, c'est-à-dire... Par mimétisme. Oui, puis il faut savoir marcher avant, voilà, il faut savoir lire très vite. Ouais. Aujourd'hui, on est rentré dans une vie, une société qui nous demande d'aller vite. Donc les enfants... De grandir vite. Il faut être adulte à 7 ans presque. Enfin, il y a de l'exagération partout. On est dans une société qui va vite, une société Kleenex où on prend, on jette. Donc si vous voulez, l'enfant étant au milieu de tout ça, forcément, il est impacté. C'est une vraie éponge. Et puis il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se transmettent de manière, je dirais, contagion. Il y a des contagions notamment au niveau du stress. Le stress est contagieux. Hein, comme le calme peut être contagieux aussi. Ouais. Hein. Si vous êtes ultra stressé, vous allez forcément stresser votre environnement. C'est pénible de se dire ça, mais c'est vrai en fait. Nos enfants le sentent comme des éponges. Et alors ce qui est intéressant chez les enfants par rapport à ce qu'on appelle à la cohérence cardiaque, c'est que il était très difficile de stresser un enfant avant. Ah bon ? Oui, c'est-à-dire que c'était lui qui vous faisait craquer, quoi. C'est lui tranquille. Aujourd'hui, on s'aperçoit petit à petit que la respiration de l'enfant monte très vite, c'est-à-dire qu'on passe d'une respiration ventrale abdominale à une respiration beaucoup plus haute, très rapidement, et si bien qu'il se met beaucoup plus difficilement en cohérence cardiaque, alors qu'avant, jusqu'à 7, même voire 10 ans, l'enfant était, je dirais pas naturellement en cohérence cardiaque, parce que c'est pas une respiration naturelle, mais il était facilement... C'est dû à quoi en vérité ? C'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'on lui demande de savoir marcher avant d'être à 4 pattes, qu'on lui demande de savoir lire avant... La vie en collectivité aussi, c'est pas évidemment que ça nuit. Bien sûr, il y a une activité. Et puis alors, effectivement, la contagion, puis alors tout ce qui a été dit, les écrans, la nourriture, la sédentarité, parce que c'est sûr que là on parle de méditation, mais c'est un tout. Je veux dire, on a des outils autour de nous et ces outils-là, indépendamment, ils ont une action, mais si on les met ensemble, c'est un vrai catalyseur et c'est là qu'on a de vrais résultats. C'est quand on mélange tous ces outils. Voilà. Alors, c'est amusant parce que dans votre livre, Steven Lorez, vous écrivez aux parents. Voilà, chers parents, et l'excitation des enfants en fait évidemment partie. Les enfants arrivent de l'extérieur imprégnés d'excitation, dites-vous, et d'une énergie débordante, oubliant les consignes des parents de retirer par exemple leur manteau, leurs chaussures. La maison se transforme rapidement en un terrain de jeu improvisé. Qui n'a pas connu cette situation en essayant de calmer ce petit monde tout à sa joie d'avoir partagé un si excitant moment de jeu. Vous êtes d'accord avec c'est intéressant. Est-ce que vous êtes d'accord avec Thierry Thomas que c'est un phénomène assez récent, cette espèce de surexcitation de nos enfants au fond, Steven Lorez? C'est clair que notre société, elle évolue. Hein. On a maintenant Internet, les réseaux sociaux, on est hyper connectés. Donc oui, c'est des défis. Je pense que c'est aussi à nous de bien les utiliser. Hein, parce que quand ils sont sur leur écran et qu'ils font des jeux, les études montrent aussi que ça peut avoir des effets positifs. Donc, l'optimisme est une obligation morale. Je pense qu'il est mieux d'être né aujourd'hui qu'il y a 100 ans, qu'il y a 1000 ans. Hein. Donc là, c'était des conditions de vie pour les enfants aussi
difficiles, mortalité, morbidité. Donc, oui, il y a maintenant des évolutions et à nous de s'adapter et oui, je suis tout à fait d'accord, les aider à trouver les outils pour développer cette intelligence émotionnelle. Hein. On a parlé de la spiritualité, c'est quelque part ce qui nous diffère de ces robots, hein, de l'intelligence artificielle, on parle du metaverse. Et donc, vraiment à l'école, je pense qu'on pourrait plus mettre l'accent, pas juste sur l'apprentissage. Là, les ordinateurs, ils vont pouvoir aller beaucoup plus vite et c'est difficile de dépasser leur capacité de mémorisation, mais ils ne pensent rien quelque part, ils ne perçoivent rien. C'est là où il faut se reconnecter avec notre humanité, notre côté émotionnel et donner des outils aux enfants et puis évidemment donner le bon exemple. Alors c'est vrai que ce qui a été étonnant, parce que vous aviez notamment, vous, Stéphane Clerget, mais c'est vrai que fait état de cette recherche américaine, je crois, il me semble, dans votre livre, selon laquelle les enfants qui seraient issus d'une famille, en tout cas, où la spiritualité, voire la foi, est transmise et véhiculée, en tout cas, au sein de la famille, seraient moins stressés. Vous l'avez dit tout à l'heure un petit peu, mais il y a énormément de vertus inimaginables et insoupçonnées aussi, puisées dans la spirituelle, dans la vie spirituelle. Et ça, c'est quand même assez intéressant de le dire et de le préciser par rapport à l'agitation dont on parle aujourd'hui. Oui, et finalement, en y réfléchissant, c'est finalement assez logique, parce que qu'est-ce qui peut aussi expliquer l'agitation? Il y a bien sûr l'anxiété, mais il y a aussi, pour reprendre le titre de votre émission, un peu la quête de sens. Et finalement, apaiser l'enfant, mais aussi l'aider à trouver un sens à la vie, parce que la spiritualité, l'intelligence spirituelle, c'est aussi ça. C'est un côté évidemment apaisant. On sait où on va, on a plus de recul. Et parmi le développement de l'intelligence spirituelle aussi, puisqu'on parlait des écrans, le rapport avec la nature est très important. On sait aujourd'hui que les enfants qui passent plus de temps dans la nature, et pas forcément parce qu'ils se dépensent physiquement, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas qu'une dépense physique, ça joue aussi, mais le simple fait d'être dans la nature, il se trouve que ça a un effet apaisant. Alors pour sans doute multiples raisons, simplement comprendre le sens de la vie, le sens des choses, même si on ne sait pas forcément pourquoi. Il s'avère qu'être souvent au contact de la nature, mais ça peut être pour les urbains, aller dans la forêt le week-end, parce qu'au même titre, il y a des enfants à la campagne qui sont très peu dehors parce qu'ils sont aussi sur leurs écrans. Donc en tout cas, aller dehors, aller dehors dans la nature, simplement en se baladant, en allant jouer dans la forêt, eh bien, ça fait des enfants beaucoup moins agités, beaucoup moins instables et beaucoup plus attentifs. Donc ça, c'est rassurant de voir qu'on a aussi des solutions un peu pratiques. Mais c'est vrai que les parents qui nous écoutent, on est tous confrontés, nous sommes à peu près tous confrontés au phénomène de la crèche pour les tout petits enfants. Ensuite, l'école, ça devient quelque chose d'obligatoire. Enfin, c'est obligatoire et tout le monde dit pas. Mais c'est vrai que la vie en collectivité à un très jeune âge, malheureusement, est-ce que c'est difficile de rendre nos enfants apaisés. Alors après une journée en collectivité, apparemment, on nous a dit ici sur ce plateau que c'était pas très naturel de faire côtoyer comme ça pendant des heures entières des enfants de 2-3 ans, d'autres enfants en fait. Je suis d'accord, mais malheureusement, on ne peut pas forcément faire autrement. Un peu, c'est bien. À mi-temps, c'est quand même intéressant qu'il voit d'autres enfants, parce qu'autrefois, on était quand même dans des familles plus nombreuses et l'enfant cohabitait avec d'autres enfants, mais c'est vrai d'âge d'un peu différent. Et aujourd'hui, on a beaucoup de familles avec un enfant qui finalement ne côtoie pas du tout. Donc, c'est intéressant qu'il voit d'autres enfants. Ce qui est évidemment embêtant, c'est quand on est cadre, que c'est du temps plein, où là, c'est un peu difficile, même... Et surtout, ce qui est un peu dommage dans les crèches, mais je comprends, ça ne doit pas être facile. Mais moi, si j'étais créateur de crèche, je m'arrangerais pour qu'il y ait des sorties quand même à l'extérieur. Ça ne se fait pas avec les crèches. Ça se fait évidemment avec les enfants de maternelle. Vous voulez dire en dehors du jardin de la crèche, quoi. Oui, quand il y a un jardin. Parce qu'en ville, il n'y a pas toujours de jardin. C'est parfois juste des pièces. Mais c'est vrai que si on avait la possibilité de faire des sorties dans la nature, c'est peut-être plus possible dans les crèches de ville moyenne. Je vous invite à le faire, Stéphane. On va créer une crèche. ça pourrait
ça pourrait être intéressant. Exactement. Qu'en pensent nos deux amis Thierry Thomas là, c'est vrai qu'on a l'impression, là je parle de mon expérience à moi, je parle que de moi aujourd'hui. Quand on se promène dans la nature et notamment en forêt, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une respiration différente. Tout à fait. Hein? C'est par vraiment hasard. le retour à la nature. On est quand même issu un peu de là, hein, à la base. Et on est enfermé pour beaucoup de monde dans un Ouais. environnement urbain où on reçoit des informations multiples. Notre corps reçoit des informations en permanence, hein, le bruit, la pollution. Enfin, il y a des taux de choses, des choses qui viennent stresser l'organisme, parce que tout ça, ça stresse l'organisme, hein. Et le retour à la nature, c'est une des premières choses qu'on préconise, je dirais, c'est aller une marche en nature, bien entendu, pas obligé d'aller faire du sport, d'aller courir, mais se retrouver, se reconnecter avec la nature, au niveau respiratoire, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel, quoi. Ouais. Et ça nous permet, si on s'observe, on verra que dès qu'on est dans la nature, notre respiration change. Ouais. On a une respiration qui va être beaucoup plus profonde, beaucoup plus, d'ailleurs, on est là, souvent, on fait... Vous Ouais, c'est savez, vrai. ce côté, quand on arrive dans vrai. une forêt, on a des odeurs, Ouais. c'est pas les gaz d'échappement, c'est pas des... C'est super. Ouais. Donc, automatiquement, qu'est-ce que vous mettez, je dirais pas en cohérence diapason. cardiaque, mais ça rééquilibre l'intérieur. Et à partir du moment où vous rééquilibrez, tout refonctionne naturellement. Ouais. Voilà. Donc, oui, effectivement, je partage totalement l'idée de la nature. C'est un des premiers outils. La nouvelle poupée, mesdames et messieurs, Victoria Postnikova, à tout de suite. Et voilà, nous voilà de retour dans cette émission Quête de son sur Radio Notre-Dame et RCF. La méditation serait-elle? On peut même y inclure la prière, puisque nous sommes sur des ondes chrétiennes. Est-elle l'antidote à l'agitation de nos enfants? Eh bien, nous y répondons, nous tentons d'y répondre avec mes trois invités du jour, qui sont Thierry Thomas, qui est expert en cohérence cardiaque. Évidemment, vous connaissez peut-être l'appli Respirelax, l'appli de cohérence cardiaque. Voilà la méthode révolutionnaire, disent certains, n'est-ce pas? Sans contrainte. Sans contrainte, je suis pas sûre. J'aime pas quand il y a marqué sans contrainte parce que quand même, il faut s'y colter. Il Oui. faut s'y mettre quand même au Bah, début. il faut respirer. Il faut respirer. Mais on ne sait plus respirer. C'est ça le problème. Bah, si on ne savait plus respirer, on serait tous morts. Donc on respire. Ouais, c'est vrai. Après, c'est la Vous avez façon raison. de respirer qui est importante. Mon programme anti-stress en 7 jours, c'est en tout cas votre dernier livre chez Le Duc. Stéphane Clerget, également aux éditions Le Duc, l'intelligence spirituelle de vos enfants. Vous qui êtes pédopsychiatre, on peut évidemment mentionner le petit dernier, Le cerveau médecin, toujours chez Le Duc. Et puis enfin, nous sommes en ligne avec Steven Lorez, neurologue, directeur de recherche au Fonds national de la recherche scientifique et en Belgique, on peut le préciser. Vous avez publié notamment carnet d'exercices de méditation chez Odile Jacob, ainsi que la méditation, c'est bon pour les enfants, la preuve, dans cette émission, chez Odile Jacob également. Messieurs, effectivement, l'agitation de nos enfants, alors
c'est sûr qu'elle est due, on l'a dit, aux écrans, à nos rythmes effrénés. On a l'impression qu'il y a une espèce d'effet mimétique lorsqu'un enfant en est dans un temps donné. Effectivement, il est obligé de s'adapter, de se plier à notre mode de vie qui n'est pas celui du Moyen-Âge, quoi. On est bien d'accord. Mais la méditation, Stéphane Clerget, on peut dire que c'est aussi une forme de prière laïque, quoi. C'est un peu ça, finalement, ou pas? Moi, je différencierais la vie spirituelle, en tout cas. je différencierais les deux. Je crois il y a la méditation et la prière, et les deux ont leur intérêt. Ce qu'on sait, c'est que ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui sont stimulées quand on médite et quand on prie. Ah bon? Sans blague? Non. Et quand on C'est-à-dire, prie, ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que quand on prie, eh bien, c'est comme une zone de dialogue, c'est-à-dire que les personnes qui prient, alors bon, ça a été mesuré sur des adultes, hein, pas sur des enfants, Ouais. eh bien, communiquent avec Dieu comme avec une personne. C'est-à-dire qu'il y a un vrai dialogue. Donc, les deux sont intéressants. Et alors, justement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je vois des enfants qui font de la méditation, ou à qui les parents proposent de travailler sur la méditation, mais des enfants qui disent je n'aime pas, je n'y arrive pas, notamment des enfants justement extrêmement agités. Alors, ça peut être lié évidemment à la compétence du professionnel, mais de ma place, il m'arrive de leur proposer une méditation plus religieuse, Ouais. quand ça correspond évidemment aux attentes parentales. Et c'est souvent plus facile parce que justement, c'est autre chose. Dans la méditation religieuse, j'allais dire, on n'est pas tout seul. Ouais. Dans la capacité C'est de vrai. méditer, il faut quand même supporter aussi la solitude. Et dans la méditation religieuse, comme on est dans un dialogue avec Dieu, on n'est pas seul. Et Ouais. ça peut être un préalable. Et donc, c'est intéressant dans la méditation religieuse. Je vous rappelle quand même que les méditations, à l'origine, elles étaient quand même religieuses. Ben oui. Et donc, dans la méditation chrétienne, en tout cas, c'est un moyen aussi pour l'enfant de faire corps ou cœur à cœur avec Dieu. Ouais. Et donc, à partir de là, ensuite, de pouvoir se détacher de l'environnement. Parce qu'il s'agit un peu de ça dans la méditation, d'être capable de se détacher et de pouvoir observer les pensées qui se passent, et notamment les soucis, prendre ses distances avec. Ouais. Et le lien avec Dieu, ça peut être un bon moyen, même si je considère que la prière n'a pas forcément vocation thérapeutique, hein. C'est autre chose, mais en tout cas, ça peut avoir des effets tout à fait thérapeutiques. Et c'est vrai que nous, souvent, dans ce que nous conseillent les bons prêtres, nos bons prêtres, ou pas forcément des prêtres, hein, d'ailleurs, mais vous avez même des confrères, effectivement, qui sont plutôt, soit chrétiens, soit issus d'une autre religion, qui conseillent, en fait, aux parents de ritualiser la prière du soir, par exemple, avec une petite bougie qu'on allume. Et c'est vrai qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire que, bon, même si les enfants agités, ça ne va pas les forcément révolutionner, en faire des grands calmes d'un coup, mais quand même, il se passe quelque chose. Et peut-être au niveau de la cohérence cardiaque, du coup, Thierry Thomas, quand on Oui. fait ça, peut-être, un retour au calme, quoi. Oui, tout à fait. C'est là où la cohérence cardiaque peut intervenir Ouais. avant la méditation. Ah, ça m'intéresse, ça. C'est-à-dire que, en fait, Allez-y. on s'aperçoit, quand moi je fais des mesures du système nerveux autonome, hein, donc Ouais. comment fonctionne le système, l'accélérateur, le système sympathique, Ouais. ou le frein, le parasympathique, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui sont épuisées, donc qui n'ont plus je dirais, de capacité de repos, mais qui ont un accélérateur à fond. Ouais, c'est un peu moi, ça. Voilà, vous arrivez, et ces gens-là, D'accord. compliqué pour les faire méditer. Ouais. Très compliqué. Parce que dites à quelqu'un qui tient sur les nerfs, bon, maintenant tu vas t'asseoir, hein, tu vas écouter. Ouais, c'est compliqué. Au bout de 3 minutes, Ouais. excusez-moi, mais il va partir en vrille. Ouais. Faire de la cohérence cardiaque avant, ça va recentrer le système nerveux autonome, puisque ça, D'accord. c'est physiologique. C'est quelque chose, on ne peut pas dire c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est physiologique, c'est mesuré. Quand vous faites cette respiration 5-5, automatiquement, le système se recentre. Donc, moi, je conseille à toutes les personnes qui vont faire une activité, entre guillemets, thérapeutique ou autre, de faire 1, 2, 3 minutes de cohérence cardiaque avant. Alors, pouvez-vous nous expliquer en 2 mots ce que c'est, les cohérences cardiaques, La cohérence comme ça, en concret? Alors, la cohérence cardiaque, concrètement, ça dure 1 minute pour vous l'expliquer, même pas, allez, 15 secondes. C'est une respiration À fond spécifique, calme, profonde. J'inspire et j'expire sur 5 secondes. C'est pour ça que j'avais créé Respire Relax, parce qu'il faut quand même un truc qui vous dise quand est-ce que c'est 5 secondes. Voilà. Et il
il n'y a pas besoin non plus de faire... Ça y vous est. n'êtes pas là pour faire du jogging. Hein. D'accord. C'est tout simple. Hein, et automatiquement, si vous le faites bien, ça fonctionne. D'accord. Voilà, donc ça, vous faites ça. Normalement, on fait ça pendant 5 minutes. On essaie de faire ça 3 fois par jour. Ça, c'est l'entretien. Ok. Hein. Mais dès que vous avez un coup de stress, dès que vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être peut-être problématique ou d'être dans un événement qui va vous prendre de plein fouet. Une compétition sportive, Une comme vous l'avez dit. compétition tout à sportive, l'heure. c'est possible. Un examen, que ce soit... Tout ça, la cohérence cardiaque est un outil qui va préparer les choses. Donc pour la méditation, c'est super, quoi. Ouais. Parce que même des personnes qui au départ vont être un petit peu tendues, vous leur faites faire 1, 2, 3 minutes de cohérence cardiaque, automatiquement ils seront beaucoup, beaucoup plus à même d'entrer en méditation. Ouais. Steven Lorez, vous partagez ce point de vue? Alors, la respiration, c'est important. Ouais. Dans le livre qui est écrit par mon épouse, hein, Oui, qui donne des cours j'avais cru comprendre. conscience pour les enfants. Ouais. Oui, on peut retrouver un peu de paix intérieure. Donc, c'est un moyen. Oui. Quand on expire, le cœur va battre un peu plus lentement. Mhm. Les hormones de stress vont diminuer. Et puis, il y a aussi un deuxième aspect, c'est que ça nous permet à ancrer notre attention. Donc, C'est intéressant. on a parlé de ce stress, Ouais. ces distractions, les notifications. On est très souvent ailleurs dans nos pensées. Ouais. Et donc, la respiration permet aussi de dire, ben là, je vais juste faire attention à une seule chose. Donc, il n'y a pas du multitâche. Ouais. Je garde mon attention à la respiration. Et si je pense quand même à autre chose, je la ramène à cette respiration encore et encore. Et donc, on voit, on a fait des études en neuroimagerie, ça c'est mon domaine d'expertise, que Ouais. ça va développer, ça va changer notre cerveau, la matière grise, les connexions, le fonctionnement. Donc, oui, c'est un outil très intéressant qu'on peut proposer à nos enfants et, je le répète, en bénéficier nous-mêmes aussi comme parents, comme adultes. Mais c'est vrai que c'est intéressant, merci d'être intervenu sur ce sujet, Stephen Lorez. Et c'est vrai, Stéphane Clerget, qu'il s'agit, on sent que là derrière point une espèce de philosophie de vie. C'est pas une espèce, c'est une philosophie de vie. C'est-à-dire que pendant qu'on fait ça, on n'est pas à l'hypermarché en train de faire ses courses dans l'agitation après déjà une journée stressante Oui. ou le samedi matin, etc. En fait. Oui, c'est le point C'est commun fou de la parce que- méditation et la prière, c'est que Ouais. finalement on s'accorde un temps à soi. Et ça, c'est évidemment fondamental pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Donc et puis être à l'écoute de soi. Et puis c'est le cerveau médecin. C'est finalement le pouvoir de guérison de son cerveau sur le corps. Et la méditation, la cohérence cardiaque, c'est finalement, comme l'a dit mon chroniqueur, Ouais. une action bénéfique du cerveau sur le corps, sur la santé. Mais ça se fait pas en 2 jours. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller progressivement pour muscler, si je puis dire, ces nouvelles parties du cerveau qui ont été un peu étouffées, non? Par l'agitation. Muscler ou justement détendre. Démuscler pour qu'il agisse. Mais effectivement, toutes ces choses-là sont liées. On parlait de la nature, c'est aussi un préalable à la Ouais. méditation, par exemple. Des temps où effectivement on n'est pas bousculé et du temps qu'on s'accorde. Mais c'est évident que si les parents réussissent à s'accorder des temps, l'enfant y arrivera. Hein. Beaucoup d'enfants ne voient leurs parents qu'en état d'agitation. Ouais. Ils voient rarement leurs parents. vrai. Alors bien sûr, on est tous débordés, mais c'est vrai, on ne s'autorise pas avec son enfant à être sur un canapé en train de lire un livre. On ne s'autorise pas, on pense que non. C'est bien dommage parce que c'est très intéressant. Mais si Pour l'enfant l'avoir nous voit testé. faire ça, il va s'autoriser à se poser aussi. Hein. Ouais. Alors, moi, j'ai une question, effectivement. Alors là, c'est vraiment une question de maman typique. C'est-à-dire, est-ce que quand un enfant est très agité, on a l'impression qu'il faut qu'il se défoule? Mais est-ce que c'est, d'après ce que j'entends depuis le début de cette émission, j'ai l'impression que c'est pas si clair que ça, en fait, simple Faut que voir, ça. ouais, la difficulté, c'est de savoir ce qu'il y a derrière l'agitation. Et voilà. Effectivement. Alors, comment on sait? Comment on peut savoir? Vous avez des petits tips pour savoir, pour détecter un petit peu l'origine de cette agitation? Et moi, c'est pas vraiment mon domaine de compétence. Est-ce que Steven Lorez a une idée là-dessus? Oui, j'imagine, en tant que neurologue, vous avez certainement une idée là-dessus. Comment est-ce qu'on peut savoir? Oui, mais quand on est parent Ouais. ou instituteur, moi j'en ai 5, c'est aussi une raison de méditer. On sait que il faut
Euh, là aussi, prendre un peu de distance et le laisser vivre. Et on demande beaucoup aux enfants hein, quand Ouais. ils reviennent de l'école. Il y a une série de règles. Euh, on met parfois trop d'attentes. Donc oui, je pense que c'est super de réfléchir d'où vient cette agitation, permettre aussi de donner une place à ça. Hein. Ouais. On ne veut pas créer non plus des robots, des maîtres zen qui sont... Non, on a des émotions et parfois ça va plus vite et ça peut être très bien aussi. Après, comment le gérer nous, ça peut être un autre défi. Donc parfois, on Ouais. peut aussi prendre une respiration et essayer de contrôler nos réactions, nos réponses à cela. Et donc, le message très positif, c'est que malgré ce qui est imprimé dans nos gènes, hein, on est agité ou on est avec des hyperactivités, troubles attentionnels, mais Ouais. les études montrent qu'il y a beaucoup qu'on peut faire. Hein. Donc, comment ces gènes vont s'exprimer, l'impact de l'environnement, ce que je fais, ce que je pense, va vraiment jouer un grand rôle. Et donc, ça, c'est très positif. Il y a Mhm. des choses qu'on peut faire au niveau de nos habitudes de vie. Vous avez déjà mentionné le rituel, la nature, l'interaction avec l'autre. Donc, oui, ça, c'est super de pouvoir proposer une série de choses. Mais voilà, ça va pas toujours être le petit qui va se mettre en tailleur et retrouver le calme. Bon, voilà, parfois ça va aller plus Eh bien, facile qu'à d'autres je vous moments. propose d'attaquer le coucher dans quelques minutes, si vous le permettez, messieurs, après cet extrait, ce tout nouveau single, pardon, du groupe Happen, que nos auditeurs connaissent peut-être. Et on se retrouve juste après. Je n'ai pas les mots pour changer l'avenir, non pas les mots pour éviter le pire, seulement mes mains pour bâtir ou détruire. Je n'ai pas le nom de ceux qui font l'histoire, je n'ai gagné que de petites victoires sans prétention, sans marquer les mémoires. Un petit pas de plus, un petit peu d'espérance en plus, un feu de joie, le bien ne fait pas de bruit. Entendez-moi. Tenir tes larmes, non pas les mots pour apaiser ton âme et pardonner, déposer les armes. Mais ensemble on a gravi le sommet des montagnes. On a construit des palais, les plus belles cathédrales et on va vivre à en crever comme des bandits en cavale. Un petit pas de plus, un petit peu d'espérance en plus. Le bien ne fait pas de bruit. Entendez-moi. 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 Un petit peu d'espérance en plus, un feu de joie, le bien ne fait pas de bruit. Entendez-moi, entendez-moi. Le bien ne fait pas de bruit. Entendez-moi, entendez-moi.
Et voilà pour Entendez-moi, ce tout nouveau single du groupe Open. La méditation est-elle l'antidote à l'agitation de nos enfants? Nous rend-elle plus présents à ce que nous faisons et à ce que font nos enfants? C'est vraiment un outil à utiliser, à exploiter, à explorer aujourd'hui, à l'heure où tout est tellement speed, pour le dire très simplement. Thierry Thomas est avec nous, et lui qui est expert en cohérence cardiaque. Je me sens bien avec la cohérence cardiaque qui avait été écrit précédemment, et mon programme anti-stress en 7 jours chez le Duc qui vient de sortir. Steven Lorez, neurologue, qui est également en ligne avec nous, qui est directeur de recherche au Fonds national de la recherche scientifique en Belgique, qui a créé la méditation, c'est bon pour les enfants, tout simplement, chez Odile Jacob, son dernier livre. Et puis enfin, Stéphane Clerget, pédopsychiatre à Paris, spécialiste du développement de l'enfant et auteur notamment de l'intelligence spirituelle de votre enfant. Mais c'est de vos enfants ou de votre enfant? Je ne sais plus. De vos enfants, je crois. Hein. Oui, ouais, il me semble. Enfin bon. Pas qu'on en ait un ou plusieurs. Enfin, l'essentiel est là. En tout cas, voilà, pardonnez-moi. Et les cerveaux médecins, le tout nouveau chez le même éditeur. Alors, effectivement, avant d'aller peut-être au coucher, c'est vrai que s'arrêter au cours, tout simplement, parce que votre épouse est enseignante, Thierry Thomas. Oui. Et vous disiez que ça fonctionnait même avant les cours. Enfin, c'est votre enseignante, votre femme qui vous l'a dit. Oui, puis surtout, il y a eu deux grandes études qui ont été menées au niveau national auprès des académies de Poitiers et de l'île de la Réunion, où il a été enseigné aux enseignants de la cohérence cardiaque, et ils ont pratiqué des séances très courtes de cohérence cardiaque avant chaque cours et au retour de récréation. Et il a été constaté qu'il y a vraiment un apprentissage meilleur. Ah ouais. Et d'ailleurs, ça semble tout à fait logique, parce que la Hertmans, qui a été le grand créateur de la cohérence cardiaque, qui a formalisé la cohérence cardiaque, au début, il travaillait l'apprentissage. Parce que quand on est stressé, on a une zone du cerveau, alors là, je parle sous le contrôle des experts qui sont autour de moi, qui se met un peu au chômage technique, parce que c'est comme ça, et on a plus de difficultés à apprendre. Donc le fait de recentrer un système, l'apprentissage est meilleur. Voilà. Est-ce que c'est le système nerveux autonome qui est en difficulté à ce moment-là, ou pas, ou ça n'a rien à voir? Il n'est pas forcément en difficulté. Lui, il est là pour nous protéger, pour faire qu'on soit capable de passer des événements qui peuvent être perturbants. Donc, soit il accélère, soit il freine. Ah, c'est lui qui freine, qui accélère. Donc, okay. On ne peut pas dire qu'il soit en difficulté. Il peut surchauffer à un moment donné. Et au fil de l'eau, quand il surchauffe trop longtemps, il va être beaucoup moins puissant et beaucoup moins, un peu comme une voiture, beaucoup moins puissant, beaucoup moins réactif. Mais en fait, il n'est pas en difficulté. Ça veut dire que pour apprendre mieux, pour que la mémoire fonctionne bien, il vaut mieux que la cohérence cardiaque soit bas. On ne peut pas apprendre dans des conditions d'agitation. C'est ça que vous êtes en train de nous dire aussi? C'est plus difficile quand nous-mêmes, on est dans un état, entre guillemets, de stress, parce qu'on a une partie de notre cerveau qui n'est pas tout à fait, je dirais, qui n'est pas optimale au niveau de... Voilà. Et c'est pour ça que Hertmans a travaillé sur l'apprentissage des enfants. D'accord. Voilà. Et il y a eu des études aussi à l'École supérieure de commerce de Grenoble, où il y a eu 2 groupes qui ont été faits pendant 3 ans. Donc un qui a suivi de la cohérence cardiaque dans le cadre de ces études, et un autre qui n'a pas eu de cohérence cardiaque, et ils se sont aperçus que le groupe qui a eu de la cohérence cardiaque a eu des meilleurs résultats et surtout moins de stress à l'approche de l'examen. Wow. Voilà. Donc, voilà, pour des choses toutes simples. Voilà. Steven Lorez, est-ce que c'est intéressant l'histoire de la mémoire et de la concentration, parce que voilà, c'est intéressant d'en parler avant de parler du coucher. Ça joue évidemment, la méditation, ou en tout cas la prière ou la méditation, on joue un rôle intéressant là aussi et comment dans le cerveau, comment ça fonctionne au fond, quel est l'impact direct sur l'attention? C'est une grande question, donc il faut déjà qu'on définisse. La méditation, c'est comme dire, expliquer le sport. Ça dépend de quel sport on pratique. Si je vais courir, je vais avoir des muscles développés dans mes jambes. Je vais nager, ça va être au niveau de mes épaules, par exemple. Donc, la méditation, c'est une série de pratiques. Pour moi, ça tourne autour de l'attention, orienter son attention à une chose. On parlait de la respiration, mais c'est aussi d'être présent ici et maintenant. Parler de la nature, donc orienter son attention par exemple sur ses sens, qu'est-ce que je vois maintenant, qu'est-ce que je ressens, et puis au niveau de nos émotions, on n'a pas encore parlé beaucoup de cela, et je pense que c'est très important de permettre aux enfants
de répondre à cette question qu'on se pose tous les jours. Comment ça va, mais Ouais. comment ça va vraiment? Mm. Comment moi je me sens? Comment est-ce que vous vous sentez? Comment on peut aussi interagir ensemble? La méditation, c'est aussi des outils pour développer ces L'écoute. réseaux Ouais. neuronaux qui sont importants pour l'empathie, Mm. la compassion, l'altruisme. Mm. Donc, c'est une question qui a beaucoup de dimensions, mais qu'elle a un impact, et c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire comment le cerveau va se réorganiser, ces milliers et milliards de connexions de synapses. Très important chez l'enfant qui est en train d'apprendre, mais c'est un processus qui est présent tout le long de notre vie. Ouais, vous dites que vous parlez de la peur, je crois aussi enfin, il y a un petit chapitre consacré à faire face à la peur, enfin faire face. En tout cas, comment peut-on dire, l'amadouer, Oui, la dépasser, je ne sais pas. les émotions sont importantes, hein, donc quand on parle des mémoires, la mémoire, le stress, on le voit pour ceux qui ont vécu une situation traumatique, quand vous revenez de situation de guerre ou vous vivez une situation horrible d'harcèlement, ça peut donner un stress post-traumatique. Ouais. Mon collègue pédopsychiatre qui peut vous expliquer mieux que moi. Mais donc, le lien entre émotion, stress et consolidation de la mémoire, c'est important. Et puis, vous allez parler du sommeil. Ouais. C'est là aussi que cette neuroplasticité, cette réorganisation Mhm. cérébrale c'est là que ça se passe. Et c'est là où tout se joue, d'ailleurs. Souvent, quand on sent toute l'agitation, parfois quand il y a des choses qui passent pas la journée, c'est la nuit que ça se révèle, quoi. En gros, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Stéphane Pierget, effectivement, il a raison, Oui, votre confrère. les parents ont raison d'être attentifs sur la qualité du sommeil, mais aussi sur le temps de sommeil de leur enfant. Alors bon, ils le sont peut-être davantage pour les tout petits, pas suffisamment pour les enfants un petit peu plus grands, parce qu'on assiste malheureusement à une dette de sommeil chez l'adulte, ça c'est connu, Ouais. mais également chez l'enfant dès 8-9 ans, hein, qui se couche malheureusement trop tard, et pour se réveiller tôt. Donc il faut rester vigilant, hein, sur le temps de sommeil, parce que effectivement, c'est le meilleur traitement anti-stress, c'est le meilleur développeur de la mémoire, c'est le meilleur anti-agitation qui soit. Donc, si on veut des enfants effectivement épanouis, équilibrés, il faut qu'ils aient la possibilité de dormir suffisamment longtemps. Donc, restons assez fermes sur les Ouais. horaires de coucher. Ouais, ça c'est intéressant de l'avoir dit. Merci. Le pédopsychiatre qui parle, ce n'est pas moi. Et le matin, effectivement, souvent tout va bien. Le soir, donc quand on les récupère, qu'est-ce qu'on fait les uns les autres? Petit conseil pour terminer l'émission, effectivement, il nous reste quelques minutes. Comment est-ce qu'on met en place la méditation? Est-ce qu'on la réserve aux enfants? Est-ce on pratique ça tous ensemble? On peut inclure évidemment la cohérence cardiaque. Mais qu'est-ce que vous conseillez, Stéphane Ah Clerget, quand oui, on connaît pas l'idée de faire comme ça des activités communes, évidemment, c'est un peu On s'inscrit tous motivant, au hein. yoga. Pourquoi pas, Il y en a qui mais font ça, hein. ou la prière. Après, La prière. on peut être aussi tout simplement ensemble, hein. Vous savez, face à un enfant agité, si on se demande pourquoi il est agité, surtout avant de se coucher, ça peut être aussi parce qu'il a envie de parler, parce qu'il est inquiet à l'idée qu'on se sépare. Donc, on peut Ouais. l'accompagner au coucher, lui raconter une histoire ou rester à ses côtés. Le temps qu'il s'endorme, c'est bien pour lui, c'est bien aussi pour nous. Ça Ouais. nous oblige aussi un peu à nous arrêter, hein. Mais des temps comme ça, un peu informels, même on joue aux cartes 5 minutes, c'est des temps précieux pour l'enfant, surtout s'il a des parents qui rentrent tard parce qu'ils sont cadres. Donc ce temps comme ça de partage avant le coucher, c'est ce qui permet souvent un meilleur sommeil. Ouais. Thierry et Thomas, effectivement, c'est important, effectivement, Oui, enfin, c'est après important la journée. après la journée de ralentir. Ça, c'est important, de ralentir je dirais, toutes nos sensations aussi, les lumières. Ah Bah, oui, c'est vrai, tiens, les il lumières. faut baisser un petit peu 2 heures avant le coucher, généralement. Il ne faut pas être sous des spots comme ici. Oui. Parce que tout ça, voilà, les écrans, mais ça, on le sait, on ne va pas en reparler. Mais la musique, il faut rentrer dans une ambiance un peu, oui, cocoon, hein. Et déjà, ça va aider, hein, plutôt que l'agitation ou faire des activités physiques trop intenses le soir. Et puis, effectivement, pour la cohérence cardiaque, c'est un très bon outil pour endormir, pour s'endormir.
C'est même préconisé par certains soignants de proposer à un enfant qui a des difficultés à Et s'endormir. tu sais qu'il y en a un. Oui, parce que voilà, c'est compliqué de s'endormir, de faire de la cohérence cardiaque. Alors, il existe un petit matériel, je ne ferai pas de la pub sur son nom, mais qui permet de s'allumer, qui s'allume et qui s'éteint au rythme, le fameux rythme 5 secondes, 5 secondes. Ouais. Alors, pour l'enfant, il faut le régler sur 4-4, parce que l'enfant n'a pas tout à fait le même cycle que nous. Et ça marche très bien. Moi qui l'ai testé quand j'étais dans le thermalisme, vraiment, j'avais des retours qui étaient assez exceptionnels. Des mamans qui me disaient, mais vraiment, maintenant, ma fille, mon fils ne... C'est un peu comme une luciole qui... Voilà, c'est une sorte de petite luciole, c'est une sorte d'une petite demi-sphère qui s'allume et qui s'éteint, qui est toute douce, qui est toute douce en plus au toucher, et qui va s'allumer avec du vert, des différentes couleurs, mais à un rythme qui est un rythme... voilà. Il faut simplement expliquer à son enfant qu'il essaye de suivre la montée de la lumière et la descente de la lumière avec sa respiration. Il y en a des outils. Heureusement qu'il y en a quand même des outils. C'est vrai qu'on a vu, alors sans donner de marque, mais c'est vrai qu'il y a énormément, on le disait au début de l'émission, d'applications. Oui. Est-ce que, voilà, c'est vrai qu'il y a un âge quand même pour débuter la méditation. Stephen Lawrence, c'est à vous que je pose la question. À quel âge, on ne l'a pas dit, à quel âge on peut proposer, par exemple, la méditation aux enfants? À partir de quel âge, pardon? On peut donner le bon exemple dès qu'on devient parent. Ouais. L'enfant va ressentir cela et va mimer, reproduire ce qu'il voit. Donc, à nouveau, ça dépend quel type d'exercice. Ça peut commencer vraiment tout simplement une invitation à se reconnecter, à se poser. Il y a pour moi pas d'âge, et puis peut-être aussi de pas mettre la barre trop haute. Parfois, on est vraiment trop sévère. Mon message dans les livres, c'est on fait ce qu'on peut. On n'a pas toujours 20 minutes. Et puis, il y a des réalités. Si vous travaillez sur votre projet, qu'il y a une deadline au boulot, si votre enfant est malade, s'il y a des choses qui se passent qui échappent à notre contrôle, on fait ce qu'on peut. Mais tout ce qu'on a dit, c'est clair, c'est important de prendre ces moments, d'avoir ces bonnes habitudes quelque part, le rituel, et puis après, c'est s'adapter. Et pas de sucre le soir? Alors, c'est clair qu'on mange trop de sucre. Ouais. Moi, la première, les auditeurs le savent. Et voilà, on va là aussi donner l'exemple. Et c'est pas très très compliqué. Un bon régime méditerranéen avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. De l'huile d'olive. Donc ça, c'est mieux. Pas manger trop tard non plus. Mais puis après, mettre un peu de paillettes dans la vie, c'est bien aussi. Donc, oui, bien sûr. Parfois, un bon chocolat belge, merci, Steven. ça peut être une bonne idée à manger en pleine conscience. Voilà. Merci beaucoup. Stéphane Carger, pardon, je justement, quand vous demandiez là, à quel âge on peut commencer la méditation, je pense qu'il n'y a pas d'âge parce qu'on peut se demander, même si ça paraît un peu mystique, si le nouveau-né ne sait pas déjà méditer. On ne sait pas bien. Mais dans cette capacité, sans doute, à voir passer ses pensées comme des représentations avant de se les approprier, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, qui peut faire partie des hypothèses où il voit défiler les pensées qui sont dans sa tête comme des corps un peu étrangers. Et il est tout à fait possible qu'effectivement, le nouveau-né en soit à ce stade-là avant de pouvoir s'approprier ses pensées et découvrir le langage. Donc moi, je ne serais pas surpris que le bébé, d'une certaine manière, médite et que finalement, quand on apprend la méditation, on apprend quelque chose qu'on savait déjà faire bébé. Et c'est vrai que ça fait partie de votre livre, je crois, la gratitude. Alors, Stephen Lawrence en parle aussi dans son livre avec son épouse, mais c'est vrai que nous, on appelle ça rendre grâce en termes chrétiens. Ça aussi, c'est extrêmement bénéfique contre le stress et pour une bonne appréciation de la vie, en fait. Oui, ça soulage véritablement. Et tout ce qui nous soulage, finalement, nous permet de... Le verre à moitié plein, de voir un peu... Oui.
Voilà, donc oui, bien sûr, rendre grâce, mais, Ouais. mais je pense que si la religion chrétienne est là et installée, c'est qu'évidemment, elle était bénéfique aussi pour les individus à tout âge. Même Hein. si elle est en perte de vitesse en France en ce moment, mais rien n'est encore Je perdu. pense que c'est le religieux qui est peut-être en perte de vitesse, mais le besoin, en tout cas, de spiritualité, il reste là La chez soif tout est un là. chacun. La soif est là, comme c'est joliment dit. Écoutez, ça vient du cœur, sans doute. Thierry Thomas, effectivement, le fait d'avoir peut-être une cohérence cardiaque plus stabilisée, peut-être que ça nous fait d'autant moins fantasmer, angoisser, parce que c'est vrai que nous, les adultes, en tout cas, je sais pas comment ça se passe chez les enfants, mais je suis sûre que ça se transmet évidemment. Le fait de projeter, vous voyez, de pas être dans le temps présent, de toujours avoir peur de la réunion de demain, du dentiste après-demain et autres, je sais pas quelles choses effrayantes nous attendent, qui sont toujours moins effrayantes qu'on l'imagine. Ça, je peux vous dire que j'en ai fait expérience. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas évident, mais n'empêche que c'est important de transmettre l'exercice, en tout cas à nos enfants, de dédramatiser le futur, quoi. Exactement, mais je crois que c'est Lao Tse qui disait si tu vis dans le passé, tu es déprimé, si tu vis dans le futur, tu es anxieux, mais si tu es en paix, tu vis dans le présent. Waouh. Et ben voilà, Voilà, faisons. J'ai peut-être juste un petit peu bougé les noms, mais c'est exactement le fond de sa pensée. Je crois que ce sera le mot de la fin, surtout. Exactement. Merci infiniment les invités du jour, Thierry Thomas. Merci beaucoup. Votre livre, je le rappelle, mon programme anti-stress en 7 jours. Je rappelle aussi, hein, évidemment, Respire Relax et cette application pour remettre sa cohérence cardiaque d'aplomb, si je puis dire. Je remercie également, pardonnez-moi, j'ai envie de rempiler sur une deuxième émission, c'est pour ça. Je ne veux pas vous quitter. Stéphane Clerget, pédopsychiatre, votre livre L'intelligence spirituelle de vos enfants chez le Duc, à se procurer évidemment si vous posez beaucoup de questions sur les vertus justement de la vie spirituelle pour le calmer un peu vos enfants et vous calmer vous-même, ça peut pas faire de mal. Le cerveau médecin, votre dernier ouvrage chez le Duc. Et enfin, Steven Lorez, merci infiniment, merci à votre épouse également pour ce livre que vous avez coécrit, La méditation, c'est bon pour les enfants, chez Odile Jacob. Merci les amis.